Focus sur la Chine avec l'un de nos experts qui vient nous voir désormais régulièrement. Jacques Lemoisson, bonjour, fondateur de Gate Capital Management. Le Premier ministre canadien Mark Carney va aller en Chine du 13 au 17 janvier. C'est intéressant parce que les deux pays étaient brouillés depuis un certain temps. Et un petit peu, vous allez nous raconter ça. Et donc du coup, il n'y avait pas eu de visite d'État depuis 8 ans entre les deux pays. Ils étaient tellement brouillés qu'ils se sont mis des droits de douane mutuels pour éviter de commercer. Qu'est-ce qui s'était passé ? 2018, je dirais un acte de dépendance aux États-Unis et de la part du Canada qui a extradé, sous la demande des États-Unis, la CFO de Huawei, qui accessoirement était la fille du fondateur. Ah oui. Ballot. Donc évidemment, ça a jeté un petit froid entre les États-Unis, entre le Canada et la Chine. Et après, derrière, il a suivi une dérive des politiques canadiens sur un suivisme, si j'ose dire, de la politique américaine, de dire que les Chinois sont des méchants et les Indiens sont les gentils. Ce qui est arrivé à une exécution d'un Indien sur le sol canadien, ce qui a prouvé quelle était la relation réelle entre l'Inde et le Canada, et qui a fait comprendre au Canada que peut-être qu'il était intéressant quand même d'avoir été pris pour à la fois des Mexicains et après derrière pour un 51e État américain, de peut-être diversifier. Donc ça c'est Donald Trump. C'est Donald Trump voilà. qui pousse à revoir les discussions avec le Canada. C'est clairement c'est ça. Absolument. Disons que le voyage de Trudeau pour moi n'est pas un acte politique anti-américain. C'est juste de Carney. C'est juste un choix, je dirais, enfin réaliste d'une diversification géopolitique et géostratégique indispensable. Mais le Canada doit exister en tant que nation. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que le peuple canadien a été vraiment servi par sa classe politique en termes de détermination de son futur et de son identité. Annalisa. Alors, c'est peut-être pas comme ça que c'est pensé côté canadien, mais mine de rien, ce voyage risque quand même de fâcher Donald Trump. Oui. Côté chinois, on peut lire cette nuit un éditorial sur le Global Times, qui est la voix de Pékin dans le monde, qui dit que en fait, les tensions entre Pékin et Ottawa étaient dues au fait que le Canada était trop aligné sur les positions états-uniennes, mais que ça ne leur a rien apporté. Finalement, la fidélité à Washington n'a fait que pénaliser le Canada. C'est la position de Pékin, en tout cas. Oui, mais c'est une position qui est... alors, je ne suis pas pro-Pékin ou pro-américain ou pro-canadien, mais simplement, les Chinois mettent en exergue ce que le Canada est, c'est-à-dire un problème de vision globale. Qu'est-ce que le Canada ? Le Canada a tout pour réussir. Le Canada pourrait devenir un Abu Dhabi du continent américain. J'ai fait quelques chiffres, le Canada, c'est 20% de l'eau douce mondiale, 7% des flux mondiaux de renouvelables, c'est-à-dire la pluie, neige, etc. 10% des réserves de pétrole mondiales, top 5 producteurs de gaz naturel, 15% de la production d'uranium, 8% d'hydroélectricité, 30% du potasse fertilisant. C'est un monstre. Vraiment un monstre de matières premières. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les matières premières ou le collatéral du pouvoir ». Il est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, réellement, on rentre dans un nouveau régime où les matières premières sont un collatéral du pouvoir. Et le Canada ne se regarde pas tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il se sous-évalue ? À un moment, vous savez, j'aime bien la fable de la chef de M. Seguin. D'accord ? Ouais. Quand on prend la posture de la chef de M. Seguin, il ne faut pas s'étonner qu'on est mangé par le loup. Je pense que les Canadiens mériteraient d'avoir un chien de berger, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se battre contre les loups, mais protège son peuple. Là, pour l'instant, on ne peut pas dire que le politique canadien est allé dans un sens d'autodétermination avec un plan 2030-2035, exploitation de matières premières, diversification de ses partenaires économiques. 70% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. C'est un fait. Donc les Chinois voient Carney arriver. Évidemment, ils voient le Premier ministre d'une des plus grandes superpuissances des matières premières au monde et avec, en plus, un actif que n'ont pas les pays du Golfe qui, eux, ont une vision, type Abu Dhabi 2030. Je rappelle quand même qu'Abu Dhabi a lancé une fusée pour les 50e anniversaire de son indépendance. Bon. Donc on voit vraiment qu'il y a un chemin, qu'il y a une réflexion. Là, le Canada aurait peut-être besoin d'un plan 2030 avec, en effet, une alliance avec d'autres pays, et la Chine et l'Europe. Je veux dire, pourquoi les Américains seraient les seuls à envoyer du LNG en Europe ?
Concrètement, là, avec cette rencontre Carnet, vous attendez-vous à quoi? À ce qu'on baisse, il y a des droits de douane déjà, une surtaxe de 100% sur les voitures électriques chinoises, sur le 25% sur l'acier chinois, il y a des répliques de l'autre côté sur le colza. Vous attendez à ce qu'il y ait tout ça qui soit enlevé, discuté? Non, on va dire c'est une négociation, on rentre dans un monde de négociation géopolitique. Trump je dirais, a concrétisé l'avènement de la géopolitique transactionnelle. Nous sommes en pleine... Donc je pense que de réduire les droits de douane et d'ouvrir un peu le marché canadien en ayant en même temps aussi... Il suffit que les Chinois achètent plus de granola, de céréales, de matières premières pour que la balance commerciale s'équilibre très vite et qu'il y ait un afflux de capitaux qui bénéficie aussi au peuple canadien. Maintenant, en effet... Le risque, ça va être quid de la réaction de Trump. Parce que l'eau douce, il a bien vu les chiffres que vous donnez, Donald Trump. Annalisa. En effet, on parle de méthode transactionnelle. C'est vrai que c'est celle que les Chinois aussi essayent de mettre en place. Donald Trump essaye plutôt de passer par la menace, par la force, alors que les Chinois, encore dans ce cas, insistent beaucoup sur la complémentarité. Donc c'est une méthode un peu plus douce, mais en réalité, ça passe toujours par là, par la transaction. La dernière fois que j'étais venu, j'ai expliqué la différence entre le jeu d'échecs et le jeu de Go. Bon, ben voilà, on est en plein dans cette différence-là. Le jeu de Go, c'est un jeu d'influence. Le jeu d'échecs, c'est un jeu de prise de force, de pièces. Voilà, donc les Chinois sont dans leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils préfèrent un monde calme géopolitiquement et transactionnel au niveau commercial. Trump a une puissance gigantesque, il l'utilise très très bien. Moi, je suis assez effaré d'entendre des personnes qui disent qu'il est débile, etc. Non, il a un plan, lui au moins. Il y a un plan à long terme, sur les matières premières notamment. Il y a un rapport de l'IEA que personne n'a apparemment lu. C'est qu'en effet, quid de l'indépendance américaine dans 5-6 ans, une fois que les champs de gaz de schiste et de pétrole de schiste vont commencer à se tarir. L'IEA est très clair. Quand ça commence à tomber, ça descend de 35% par an en termes de production. Donc les États-Unis ont le dollar, parce que la Chine avait embouti pas mal de transactions purement dollars, avec un échange pétrole contre yuan, par exemple. Donc, quid du dollar? Et puis, en effet, il y a une indépendance américaine. La puissance maintenant qu'a Trump, c'est lié à sa capacité d'être indépendant énergétiquement. Si vous pensez que dans 5 à 6 ans, à peu près, cette indépendance peut être un peu remise en question, vous avez vraiment, vraiment intérêt à vous bouger pour avoir une assurance, une influence assez forte sur des pays qui peuvent avoir ça. Alors le Canada, Venezuela, Groenland, c'est pas un hasard. Il y a vraiment un plan derrière. Merci beaucoup Jacques Lemoisson d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.